Est-ce qu'on veut commencer, Olivier? Oui, on regarde si le flux des inscrits, mais j'ai l'impression que là, ça s'est stabilisé. Je vois que Damien et Jean-Charles sont connectés. Moi, je propose qu'on commence à l'heure. Ouais, il est 15h01. Les gens vont nous rejoindre. Peut-être, voilà, l'enregistrement est lancé. Je pense que tu peux commencer, Grégory. Super, donc merci à tous d'être présents. L'objectif de cet atelier, c'est de discuter vraiment dans le cadre de la R2C, comment est-ce que on imagine les évaluations de stages par compétences dans le cadre de cette réforme. Alors, je vais commencer par vous parler de CDSNG, ce qu'on a déjà, et puis après, voilà, c'est juste pour lancer la discussion, hein. C'est pas pour dire que c'est ça qu'il faut faire, mais voilà, c'est juste pour commencer. Donc, aujourd'hui, il y a un outil d'évaluation de stage par compétence au sein de l'UNES, avec tous les outils qui sont dans l'écosystème qui permettent cette gestion. Et donc, on a toute la gestion des stages, le suivi, des certificats, le portfolio et tous ces éléments-là. D'accord? Ça, c'est dans le cadre de stages et de compétences dans l'absolu. On n'est pas dans, ça n'a pas été développé avec tous les concepts de la R2C, les compétences, les situations de départ, les attendus d'apprentissage, les domaines d'attendus, tout ce truc-là. Je veux dire, n'a pas été pensé avec ça en tête, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas, ça peut ne pas être convergent, mais que aujourd'hui, la solution UNES n'est pas adaptée out of the box à tout ce qui est fait au niveau de la R2C. Donc, la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, surtout nous, UNES, par rapport à un outil d'évaluation national pour les stages deuxième cycle, c'est quel serait le cahier des charges, quel serait le mode de fonctionnement et qu'est-ce que l'on imaginerait comme, voilà, comme grande spécification par rapport à cet outil d'évaluation de stage pour les stages deuxième cycle. Alors, nous, les outils de l'UNES d'évaluation des stages, alors, j'ai mis par compétence ou pas, parce qu'aujourd'hui, on peut très bien évaluer des stages, même s'il n'y a pas de compétences derrière, mais sur une grille, n'importe laquelle. C'est-à-dire que nous, du moment qu'il y a une grille d'évaluation associée à une formation, eh bien, on peut faire l'évaluation de stage sur cette grille-là. Voilà, donc, que ce soit des compétences ou pas. Et donc, nous, au niveau de l'écosystème, il y a toute une approche système d'information qui fait que on a d'un côté qui est en stage où, qui est responsable de stage, etc. Donc, c'est cet aspect système d'information, enfin, voilà, information administrative, d'accord. Et donc ça, qu'on soit bien clair, c'est géré en dehors de l'écosystème, c'est-à-dire que c'est chaque faculté qui affecte ses étudiants en stage comme il le veut. Derrière, il y a un espace numérique des stages. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là c'est toute la gestion des terrains de stage. J'ai fait une copie d'écran rapide, hein, mais voilà, toute la gestion des terrains de stage et l'import, le fait de pouvoir importer des personnes qui sont en stage. Voilà, donc on a toute cette brique-là pour faire le pont en fait entre ce que vous avez comme système d'information pour mettre les gens en stage et nous, l'information qu'on récupère. Après, il y a l'espace numérique des stages. Donc nous, c'est cet espace-là, pour ceux qui connaissent, où il y a pour chacun des terrains de stage un espace collaboratif qui est créé et qui permet une interaction numérique entre les stagiaires entre eux et entre les stagiaires et les encadrants. Voilà. Alors, je fais juste une petite remarque. S'il y a un stagiaire avec un encadrant, ils sont ensemble toute la journée, ça n'a aucun intérêt, hein, qu'on soit clair. Par contre, si on est dans le cadre de services hospitaliers plutôt gros avec beaucoup de stagiaires et plusieurs encadrants, bon bah là ça peut commencer à faire du sens d'avoir un espace d'échange pour capitaliser sur un certain nombre d'informations, notamment les informations de fonctionnement.
On a un système qui permet de solliciter les responsables de stage pour réaliser l'évaluation par un envoi de mail. Donc là, la scolarité, elle voit ici tous les stages en cours sur, alors là, c'est les semestres, c'est sur une période donnée, et elle clique, tac, 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 et elle demande l'évaluation au responsable de stage. Le responsable de stage, il reçoit un mail avec un lien crypté, il clique, il arrive directement sur l'évaluation de l'étudiant, il remplit, alors que ce soit compétence ou une grille, peu importe, il remplit, il fait OK, et la scolarité, elle reçoit le résultat. D'accord? Et donc après, du coup, on a l'évaluation par compétence, et donc ça, c'est cet écran-là, hein, il y a plein qui le connaissent déjà, et donc ça permet l'hétéro-évaluation, l'étudiant il pardon, l'auto-évaluation d'abord, l'étudiant il s'auto-évalue, et puis après, le ou les encadrants passent derrière pour pouvoir évaluer les étudiants et sur la grille associée, alors là c'est un exemple avec des compétences, mais sur la grille associée à la formation. Voilà, et à la fin, on a le certificat de stage qui est généré et qui permet d'avoir une trace du stage avec tous les éléments d'évaluation envoyés aussi bien à la scolarité qu'au responsable de stage et qu'à l'étudiant. Voilà, donc ça c'est le système UNES. Encore une fois, il est standard, il n'est pas adapté au système R2C. Et donc voilà, moi ce que j'aimerais qu'on voit un petit peu aujourd'hui, c'est dans le cadre de la R2C, qu'est-ce qu'il serait pertinent de faire. Alors je crois que Damien Roux, pour le coup sur Paris, ils ont déjà beaucoup pensé à ça. Et donc si Damien, vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous avez fait sur Paris. Peut-être, Grégory, l'intervention de Damien est intéressante pour qu'il nous pose aussi un peu le cadre R2C sur ces questions de stage. On se rend compte que c'est quand même quelque chose qui va être un élément essentiel de la formation. Probablement aussi, Damien, tu vas le faire, mais en lien avec tout ce qui a été mis en place là, sur les objectifs d'apprentissage, l'ISA et tout ça, les compétences. Donc, du coup, je pense que c'est bien si Damien vous pouvez nous présenter ça et après, effectivement, nous expliquer comment ils l'ont conçu en train de le concevoir sur Paris dans sa fac. Oui, merci beaucoup Grégory Olivier. Bonsoir, enfin bonjour à tous. Je n'avais pas prévu de diaporama, je pensais que c'était un truc échange, donc je peux présenter le concept de la réflexion, peut-être même refaire un tout petit peu l'historique, puisque en fait au niveau de l'Université de Paris, dans le cadre de la fusion des anciennes UFR, donc des universités d'Hydro et Descartes, donc UFR Paris Nord et Paris Centre. Lors de la fusion, dans les discussions sur l'évaluation des étudiants, la validation du second cycle, etc., était arrivée la problématique de la validation des stages et on s'était rendu compte que certains services évaluaient les étudiants de manière assez formalisée, et puis d'autres mettaient 14 ou mettaient 16 à tout le monde, sans commentaire. Et lorsqu'on réfléchissait à la réforme du second cycle, et ça fait quelques années que les choses étaient en cours de développement et qu'on ne savait pas précisément ce qu'était le parcours, etc., on avait l'idée de développer un système un petit peu plus standardisé d'évaluation des étudiants en stage. Et puis, donc, on a bossé depuis, ça doit bien faire 3 ans maintenant, il y a l'année Covid là, qui est passée, donc ça doit bien faire 3 ans qu'on avait commencé à essayer de réfléchir à ça avec Natacha Cadlub et Alexis Régent, et puis des ingénieurs pédagogiques de l'Université de Paris. Et en fait, globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu ce qu'avaient fait les Américains, ce qu'ont fait les Canadiens, et puis ce qu'on finit par faire les Suisses. Juste l'atelier précédent, là, on parlait d'activité professionnelle confiable. Moi, c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à lire un petit peu toutes ces choses-là pour voir que finalement, la compétence, la définition est assez complexe, l'évaluation est difficile et qu'en fait, il faut l'intégrer dans l'activité professionnelle, dans le monde professionnel, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus évident à définir en tant qu'évaluateur. Et en fait, c'est les Suisses qui avaient fait la suite du travail avec ce qu'ils appelaient les situations as starting point, qu'on a appelé ensuite, nous, les situations de départ, et qui ont été absorbées, ce travail-là, qui donc était un travail initial de l'Université de Paris, qui ont été absorbés dans la réforme du second cycle, dans le changement de paradigme pédagogique de l'apprentissage
apprentissage par compétences. Et donc finalement, on a deux travaux, puisque je travaille aussi au niveau national pour la réforme du second cycle, et les deux choses se sont complètement imbriquées ensuite. Mais on a continué à avancer du côté de l'Université de Paris, parce que notamment on avait eu la possibilité financière par l'obtention de l'IDEX de développer pour l'université, hein, pas uniquement l'UFR de médecine, mais pour l'université, de développer un outil informatique, et notamment dans cet outil informatique, il y avait le suivi des étudiants en stage, et ça a été porté par l'UFR de médecine et donc par Natacha Cadlub, Alexis Régent et moi-même, et puis ensuite évidemment accompagné des ingénieurs pédagogiques, Ève Jablon notamment, qui ensuite est partie de l'Université de Paris, mais qui a grandement participé à ça, qui avait pas mal d'expérience. Et donc les réflexions, c'était comment fait-on pour évaluer de manière standardisée, normalisée les étudiants en stage à partir de du suivi des étudiants au quotidien, et que ce soit pas juste un point neutre au bout de 2 mois ou 3 mois de stage en fonction de la durée par un responsable de stage qui ne connaissait pas forcément les étudiants au fil de l'eau. Et donc on est parti sur l'idée de partir des situations de départ des Suisses qu'on a traduit en français en les modifiant, en supprimant un certain nombre qu'on ne comprenait pas bien, en rajoutant des qui nous semblaient très importantes et qui n'étaient pas présentes. Et puis ensuite, ça a été un travail qui a été repris, pas repris en main, mais en tout cas agrémenté, amélioré, complété par la CNCEM et la conférence des doyens pour arriver à la liste des 365 situations de départ. Ça, c'était l'étape numéro 1, la première partie de la fusée, mais ça restait très compliqué de savoir ce qu'on attendait d'un étudiant de second cycle. Et on a, mon expérience, c'est qu'on a la définition de ce qu'est un étudiant de second cycle qui est très variable d'un médecin à un autre, tant en termes de connaissances qu'il faut transférer et qu'un étudiant doit acquérir, que des compétences que l'étudiant doit développer durant le second cycle, avec certains enseignants qui visent beaucoup plus haut que d'autres, et l'idée était d'homogénéiser ça. Et donc, pour homogénéiser ça, l'idée qu'on avait eue, c'était d'écrire les attendus d'apprentissage, de décrire les attendus d'apprentissage en regard des situations de départ. Et donc ça, je pense que vous avez tous vu plus ou moins circuler certaines feuilles, mais ça permet, ces attendus d'apprentissage, de mieux définir vraiment l'ensemble des étapes du comportement de l'étudiant face à une situation professionnelle qu'il peut rencontrer, en restreignant ses attendus à ce qu'on considère être du niveau second cycle. Et un des éléments qui est très important et qui était un des prérequis, c'était la hiérarchisation des connaissances en amont. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à l'étudiant face à cette situation d'initier la prise en charge adaptée à la situation d'urgence sur réanimateur, comme vous pouvez le voir habillé en vert, eh bien, en fait, ce qu'on peut attendre de l'étudiant est borné par les connaissances, par les items, et donc on ne peut pas, face à une situation, aller évoquer une maladie très rare, une prise en charge complexe. C'est borné par les items de connaissances et la hiérarchisation des connaissances. Et donc l'idée, au final, de l'outil et de l'outil informatique que l'on développe sur l'Université de Paris, c'est que l'étudiant, quand il rentre en stage, eh bien, il est dans un stage de telle spécialité. Le responsable de terrain de stage a sélectionné, ou on a présélectionné par rapport à sa spécialité, un certain nombre de situations de départ face auxquelles l'étudiant a de grandes chances de se retrouver face à un patient présentant ce type de symptômes, de signes cliniques, d'anomalies biologiques, de situations de prévention, etc. Et l'étudiant, face à ça, quand il rencontre un patient, peut aller faire son travail, son observation, ces choses-là, etc. Et puis, au décours, peut aller regarder la situation de départ qui est rattachée à son stage sur l'outil informatique. Il voit les différents attendus d'apprentissage. Il peut regarder s'il a pensé globalement aux différentes choses. Ces attendus d'apprentissage et ces situations de départ sont reliés aux items de connaissances, puisqu'encore une fois, c'est ça qui borne réellement ce sur quoi l'étudiant peut être interrogé ou ce sur quoi on l'attend. Et puis, l'étudiant peut s'auto-évaluer. Alors, il y a eu énormément de discussions, savoir sur une échelle de Likert j'ai oublié de l'aborder, je l'ai abordé mais de manière incomplète, je l'ai bien abordé ou vraiment j'ai été expert. Enfin, on est parti un petit peu nous sur cette idée-là.
L'étudiant peut s'auto-évaluer, ça c'est un élément important. Et puis ça prend par la main tous les jeunes enseignants qui ne savent pas forcément, notamment ce qu'on peut attendre plus précisément d'un étudiant de second cycle, et en tout cas d'homogénéiser les attendus d'un enseignant par rapport à un autre, et d'aider un certain nombre qui sont peut-être un petit peu perdus dans l'accompagnement sur les terrains de stage des étudiants. Donc, l'auto-évaluation par l'étudiant, l'évaluation par le responsable de terrain de stage, mais aussi, et nous, dans l'outil informatique, il peut déléguer un certain nombre de pouvoirs à des membres du terrain de stage, qui peuvent être universitaires mais non universitaires. On imagine très bien les chefs de clinique, mais des PH également, etc., qui peuvent évaluer l'étudiant au fil de l'eau. C'est-à-dire que moi, en garde, je vais voir une situation particulière, je regarde le comportement de l'étudiant. Là, j'ai eu cette nuit une décompensation de BPCO et j'ai pu observer ce que faisait l'étudiante en termes d'interrogatoire, d'examen clinique, la discussion sur la prescription raisonnée des examens, la démarche diagnostique, est-ce que c'est le cœur, l'embolie pulmonaire, le Covid, etc. Et donc, côté comme ça au fil de l'eau, de manière assez formative, et ça facilite le feedback aussi auprès de l'étudiant lorsqu'on débriefe la façon dont l'étudiant a pris les choses en main. Et puis à la fin du stage, on imagine, pour les stages qui sont, on va dire, assez impliqués comme ça, on imagine que l'étudiant a été évalué par plusieurs personnes potentiellement, ou plusieurs fois par la même, qu'il s'est auto-évalué, et à la fin, on a une sorte de récapitulatif des différentes situations de départ face à laquelle l'étudiant s'est confronté, de son auto-évaluation, de l'évaluation par des tuteurs, et puis on peut donc valider de manière on va dire relativement normalisée l'acquisition sur, et la stratégie qu'on a eue, c'est sur les domaines de compétences. Vous avez vu, il y a les 11 domaines de compétences dans le cadre de la réforme du second cycle qui ont été décrits, dans l'interrogatoire, l'examen clinique, la démarche diagnostique, les procédures, etc. Et donc, eh bien, dans un stage, on peut dire cet attendu d'apprentissage, l'étudiant a manifestement développé les compétences suffisantes pour dire qu'elles sont acquises. Avec l'idée qu'on en a, c'est que les stages se poursuivant tout au long des 3 ans du second cycle, l'étudiant va avoir ces domaines de compétences validés par des responsables de terrain de stage à chaque stage. Et la question, c'est comment fait-on pour dire l'étudiant a réellement développé ses compétences sur un certain nombre de compétences, comme l'interrogatoire, comme l'examen clinique, qui sont en fait des activités professionnelles confiables. Ce n'est pas une compétence en soi, puisque ça associe le caractère clinicien, le caractère communicateur, etc. Donc, ce n'est pas la granulométrie de la compétence, mais ce sont des activités professionnelles confiables, c'est le grand domaine de compétences. Eh bien, lorsque dans 3 stages de typologies différentes, 3 tuteurs de stage ont dit oui, l'interrogatoire était face à un certain nombre de situations de départ adaptées, ont été validées, et si les 3 fois ce domaine de compétences est ouvert après un stage, eh bien, ça passe en acquis en termes de domaine de compétences pour la validation des compétences du second cycle. Et l'idée, c'est d'accompagner les étudiants sur le passage au vert de chacun des 11 domaines de compétences, et de pouvoir détecter les étudiants chez qui finalement les domaines de compétences en fin de 4e année, en fin de 5e année ne seraient pas passés au vert, pour peut-être les accompagner, et donc avec toujours cette idée de tutorat pour essayer de comprendre quelles pourraient être les difficultés de développement d'un certain nombre de compétences par les étudiants. Donc voilà, il y a une réflexion. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, si c'est trop long, si je ne suis pas assez rentré dans le détail, mais voilà, c'est la vision globale qu'on avait de l'outil. Parce que c'est pas mal, ouais. Alors moi, je vais me lancer la discussion. L'idée de cet atelier, c'est que les gens réagissent. Moi, je vois bien l'idéal qui est visé là. Moi, je suis pas sûr, c'est pas une critique, mais je suis pas sûr qu'on trouve assez d'enseignants motivés, si tu veux, pour vraiment jouer ce rôle tel que tu le décris, avec autant de professionnalisme pédagogique. Et j'aurais bien aimé que certains réagissent par rapport à ça. Par contre, ce que je retiens de ta présentation, c'est quand même dans la réforme la nécessité absolue d'accompagner les étudiants sur ces acquisitions, que ce qui est proposé est une méthode qui a fait ses preuves. Voilà, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait des réactions d'autres personnes là dans l'atelier, savoir un peu comment ils envisagent les choses chez eux autour de ça, et peut-être insister avant que quelqu'un réponde sur
le fait qu'on va mettre les étudiants dans une position différente, Damien l'a évoqué, l'étudiant va être un peu le moteur de l'acquisition de ses propres compétences. Et c'est un changement quand même assez intéressant. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il n'est pas impossible que les étudiants viennent à la recherche de telle amélioration dans telle compétence et que du coup, il ne faut pas qu'on se retrouve dépourvu devant ce type de demande. Il est probable aussi que les stages soient choisis en fonction des compétences que l'étudiant veut développer. Donc voilà, on change un petit peu, les règles de fonctionnement. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Hein. Allumez votre micro, allez-y directement. J'ai un tout petit commentaire avant, Olivier, parce que tu as parfaitement raison et on est confronté à la même problématique, que tous les services n'ont pas le même investissement pédagogique. Et donc, dans l'outil que l'on développe, l'évaluation du stage peut être faite en un seul coup. Mais néanmoins, le responsable de terrain de stage doit dire si, parmi les 11 domaines de compétences, ce domaine-là a été développé par l'étudiant. Et donc, il doit quand même valider ou ne pas valider un certain nombre de domaines de compétences. Et c'est la somme des différents stages au fil de l'eau en 4e, 5e année qui font que les compétences, un tableau global des 11 domaines de compétences passe au vert ou sont en cours d'acquisition, sont développés par les étudiants. Mais effectivement, c'est une problématique à laquelle on a réfléchi. Okay. On vous laisse la parole, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions là-dessus. Bonjour, je suis Damien Massadou, je suis maître de conférence en chirurgie viscérale à Nice. Et on avait eu une réflexion qui avait été initiée à Nice par Jean-Paul Fournier concernant justement la réforme des stages et l'évaluation des étudiants. On a une réflexion qui est très proche de la nôtre à Paris sur les compétences, qu'elles soient génériques, techniques, administratives, puisque ça fait partie aussi des compétences qu'on doit pouvoir donner à nos étudiants. On avait envisagé également un programme très ambitieux qui reposait sur un grand nombre de compétences à valider, qui impose deux choses. Premièrement, que les responsables de terrain de stage soient réactifs, et ça, c'est vrai que c'est un premier écueil, quelque chose qui nous inquiétait un petit peu, parce que vous le disiez à juste titre, l'investissement pédagogique des services n'est pas équivalent. Et l'autre chose, c'est l'outil. C'est vrai qu'on a tous des outils un peu différents. L'outil CIES pourrait être intéressant, et moi, il me paraît d'autant plus intéressant sur ce SNG qu'il est capital, selon nous, en tout cas selon moi, que l'étudiant puisse saisir lui-même les compétences qu'il pense avoir acquis, qu'il souhaite acquérir et flécher, et que ce soit possible aussi bien au cours du stage, mais également au cours de la permanence des soins. Parce qu'en garde, quand aux urgences, on ne peut pas demander aux urgentistes de tout valider, mais il faut qu'il y ait une partie qui soit déclarative aussi, même si elle n'est pas forcément toujours contrôlée, pour que les étudiants puissent acquérir des compétences. Je suis chirurgien, je pense au point de suture, par exemple, et une gestion de plaie qui peut être faite aux urgences. Donc c'est vrai que si vous travaillez sur la mise en place de ces thématiques-là, moi je serais ravi de m'y associer parce qu'on a une réflexion qui est, je pense, assez proche. Alors, juste, effectivement, on avait... Olivier, tu parlais, mais tu n'avais pas ton micro. J'ai bien dit un certain nombre de fois le mot auto-évaluation, donc il est bien prévu, et notamment pour tout ce qui est procédural, je pense que c'est intéressant pour que l'étudiant voit au fil des années leur augmentation du nombre de ponctions lombaires ou de ponctions d'acide ou de gaz du sang ou de suture, ce qui est quand même un élément de suivi qui est intéressant, avec les gardes qui sont effectivement incluses dedans et qui sont pour nous aussi, l'outil sera un élément de suivi de validation des gardes tels que prévu par la loi. Mais donc le mot auto-évaluation est un élément très 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 important. Ensuite, sur la participation, moi j'ai le doyen Rusneski, à l'époque qu'on était à Diderot, un service qui voulait vraiment pas jouer le jeu, s'est retrouvé avec un chef de clinique en moins pendant 1 an, et puis finalement, brutalement, la note d'évaluation des étudiants en stage s'est grandement améliorée. Ils ont récupéré leur chef de clinique. Donc, faut un peu tordre le bras, mais malgré tout, l'hôpital nous prend beaucoup de temps. C'est la faute de l'hôpital, pas de l'université. Et puis notre travail en tant qu'enseignant, c'est quand même d'accompagner les étudiants. Donc voilà, moi je suis assez d'accord avec une politique comme ça, un petit peu coercitive de temps en temps, lorsque vraiment il y a des soucis. Alors je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps. L'objectif, nous, c'est vraiment d'offrir un outil
du quotidien, qui n'ait pas forcément besoin d'Internet, qui aille sur le téléphone, etc. Et puis ensuite que la motivation vienne des étudiants eux-mêmes, qui vont prendre les chefs de clinique, et puis les tuteurs de stage, les tuteurs en stage, qui vont vraiment les motiver pour faire ce type de suivi. En tout cas, c'est le vœu pieux que je soumets. Donc, on a bien compris à Nice aussi cette volonté. Hein. On n'est pas surpris de l'impulsion de Jean-Paul Fournier sur ces questions-là, mais je vois qu'il a partagé avec ses collègues et ça, c'est vraiment très bien. Moi, j'ai une inquiétude sur ces choses-là, c'est est-ce qu'on peut imaginer, alors bon, c'est vraiment peut-être un peu vieux jeu ce que je vais dire, mais connaissant mes collègues, et un mode un peu dégradé, c'est-à-dire est-ce qu'on peut débuter en utilisant l'outil sans être vraiment investi au niveau enseignant et puis monter progressivement là aussi en compétences au niveau des encadrants. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager, peut-être même en simplifiant au maximum les interfaces, en limitant le nombre de compétences à valider et avec un espèce de mode débutant en tant qu'évaluateur de stage et puis progressivement rentrer dans les détails. Voilà, je ne sais pas si Damien de Nice veut réagir là-dessus. Moi, je crois qu'on a plusieurs préoccupations. Effectivement, il faut qu'on ait un outil qui fonctionne, mais ça comme l'a dit Grégory au départ, on doit le définir des outils existants, mais aussi de ce qu'on veut. Donc ça, il est à l'écoute avec nous, donc on va avancer là-dessus. Mais il y a aussi toujours pareil une stratégie de déploiement, et peut-être qu'on peut échanger là-dessus aussi. On n'avait pas justement parce que c'était la grande question, c'était comment effectivement faire en sorte que tout le monde adhère et ensuite que tout le monde saisisse les validations. C'est pour ça qu'on avait nous aussi cette réflexion que l'étudiant devait garder non pas la main sur sa validation, mais en tout cas la main sur les compétences qu'il avait potentiellement validées et qu'après il y ait une validation qui soit possible compétence par compétence, bon, effectivement dans le cadre de stage qui est particulièrement précis, mais qui est également la possibilité de validation en masse, ce qui peut-être permettra, non pas un mode dégradé, mais une adhésion plus facile des collègues, parce que c'est plus rapide, tout simplement. Après, le type de compétences, nous, on avait évalué des compétences en 4 modes, vue jusqu'au niveau expert. Après, je crois que vous aviez réfléchi à un système à 3, ça, je pense que c'est équivalent. Mais effectivement, la quantité de compétences à définir, je pense que c'est ça qui est presque le plus difficile et le plus gros travail en amont qui semble avoir déjà réalisé. Parce que, après le déploiement, je pense qu'il faut faire un système qui soit le plus simple possible, où on peut valider en masse les compétences sélectionnées par l'étudiant. Ok, merci. Alors, je vois dans les chats, il y a une question. Donc, là, on ne va pas aborder, on peut l'aborder, hein, ça fait partie du jeu, mais l'évaluation des terrains de stage, je crois que c'est ça la question que Cécile nous pose, là, par les étudiants. C'est ça. Donc, ça c'est quelque chose qu'on peut aborder aussi là, mais peut-être que c'est un peu hors sujet. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aille là-dessus. Moi, je veux bien à la limite juste rebondir un tout petit peu sur ce qui a été dit avant. Nous, effectivement, on a le mode dégradé simple de validation au départ, c'est finalement uniquement la page avec les 11 domaines de compétences que le responsable de terrain de stage en fin de stage peut mettre en acquis ou non acquis. Et en termes de validation de stage. Ça, c'est de toute façon, ce sera obligatoire. C'est-à-dire que chaque étudiant doit être évalué à la fin du stage, et ça, il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Mais ce sera vraiment le mode le plus simple, et certains qui choisiront ça, et d'autres qui choisiront une évaluation plus au fil de l'eau. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on s'est positionné. Juste pour répondre moi, sur les deux questions. Effectivement, nous, le monde est tellement grand là, à l'Université de Paris, il faut imaginer des promotions de 800 avec un problème géographique intense sur l'Île-de-France. Donc, effectivement, la gestion des lieux de stage, de même pour le choix des étudiants avec des parcours qui intègrent notamment la distance par rapport au logement. Enfin, il y a un outil informatique assez complexe qui est en développement. Enfin, qui est développé avec des parcours pour que les étudiants aient globalement le meilleur choix, avec toujours dans l'année des 4 stages, un des choix privilégiés et puis les autres avec un problème géographique, de spécialité, etc.
et donc l'inscription directement sur le site pour les gestionnaires. Donc ça, c'est bien prévu. Et effectivement, l'évaluation qualitative du stage, anonyme pour les tuteurs de stage et pour les stages, n'est pas anonyme pour ce qu'on avait arbitré pour la commission des stages, et qui est rendu disponible de manière anonyme pour les responsables de stage, effectivement. Et qui est en l'occurrence obligatoire. L'étudiant doit faire l'évaluation de manière obligatoire. Okay. Olivier? Oui. Oui, c'est Abel, l'Université de Limoges. Je vais juste vous donner une info par rapport à l'Université de Limoges. En fait, je sais qu'il y a quelques années, la fac de médecine nous ont sollicité pour développer une application pour le carnet de stage. Et malheureusement, à la DSI, on n'a pas les moyens humains extra, donc on a sollicité une boîte privée. Et donc, ils ont développé une application chez nous, en fait, où les enseignants, en fait, évaluent, en fait, les stages des étudiants, et les étudiants aussi commentent, en fait, leurs stages par rapport à ce qu'ils ont passé pendant l'appréciation globale, la participation à la qualité du stage, etc. Donc, je pense, ça, je peux vous le montrer si ça vous intéresse. Ouais. Oui, ça peut être intéressant de voir. C'est vrai que cette question autour de l'évaluation des terrains de stage, vous savez, c'est un vrai sujet, hein. Je ne sais pas s'il y a des étudiants avec nous là, mais il y a des solutions extra-universitaires qui existent, certaines qui ont pas mal de succès. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à l'UNES, nous, on attend un signal quand même assez fort de la communauté pour savoir si vous souhaitez qu'on développe ça spécifiquement ou qu'on prenne une solution qui existe déjà, hein, mais qu'on implémente ça dans l'environnement. Grégory, c'est un sujet qu'on a mis en suspens, je crois, hein, parce que justement, on attendait un signal. C'est-à-dire qu'on a clairement un veto de la part des organisations étudiantes qui ne souhaitent pas que l'évaluation des terrains de stage soit faite sur des plateformes institutionnelles. Voilà, par rapport à toutes les exploitations qui pourraient être faites derrière. C'est pour ça que nous, pour l'instant, on n'a pas travaillé dessus. Après, pourtant, il y a des endroits où c'est rendu obligatoire, hein, quand même d'évaluer les terrains de stage. Donc voilà, c'est un sujet, je pense que ce n'est pas un sujet technique, c'est plutôt un sujet à part entière, quoi. Ouais, ben, je vois qu'il y a Jeanne qui est avec nous, effectivement, et qui nous parle de gélules. Jeanne, si tu es là, éventuellement, ouais, il y a Jérôme Lefebvre aussi. Ben, ça peut être un sujet qui nous intéresse, hein, cette question de l'évaluation du terrain de stage. Je ne sais pas si, comme Jeanne, tu pourrais intervenir là-dessus. Oui, je peux dire simplement un petit mot. Effectivement, il est plutôt adhérent en fait, et Gélule adhère également à la NEMF, donc la NEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Et effectivement, ça a l'avantage d'être un système qui est indépendant, qui est géré par les élus au local, qui sont administrateurs. Alors, il peut y avoir des membres de l'équipe pédagogique qui sont également administrateurs. Et c'est vrai qu'on observe une sincérité dans les réponses qui est quand même appréciable parce que ça permet de faire remonter des problèmes en direct. Il y a également la possibilité de signaler des événements indésirables graves qui se dérouleraient en stage. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est développé depuis plusieurs années, qui a été vraiment affiné au fil du temps et qui permet aujourd'hui à 75% des facultés d'en être bénéficiaires et d'en être satisfaites. C'est un outil qui est géré par une association donc initialement lilloise qui a été développée par Lille et qui est en plus gratuit, donc ou quasiment gratuit puisque c'est environ l'adhésion c'est entre 30 et 50 € par an. Donc voilà, c'est extrêmement faible. Donc c'est vrai que nous on promeut plutôt ce système d'évaluation des stages qui peut être rendu obligatoire. Effectivement, soit il peut être rendu obligatoire, soit alors, par exemple, les étudiants n'ont pas accès au guide de choix de stage, c'est-à-dire qu'en fait, les évaluations nourrissent un guide d'évaluation des stages auquel les étudiants peuvent avoir accès avant de choisir leur stage. Et en fait, si par exemple, ils n'ont pas complété leur évaluation de leur stage précédent, ils n'ont pas accès au guide pour leur stage suivant. Donc, il y a des moyens comme ça incitatifs pour effectivement avoir des évaluations qui soient les plus complètes possibles. Et ça, c'est laissé à la main des facultés et des décisions pédagogiques locales pour avoir une certaine souplesse. Mais voilà, c'est un sujet effectivement dont on pourrait reparler, mais nous, on est plutôt en faveur effectivement de Gélule. Alors,
Juste pour répondre dans le chat, Gélule, à l'heure actuelle, il est en expérimentation, plutôt dans le 3e cycle. Il n'est pas encore déployé, c'est plutôt pour les stages de 2e cycle. C'est également pour les stages sur le service sanitaire et il y a une dernière version qui est en train de se développer pour les répartitions de stages. Et ensuite, le projet, c'est de voir si effectivement ça pourrait correspondre à un besoin des internes. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore lancé. Ok, merci. Donc, sur cette question-là, je vois qu'il y a une intervention dans le chat de Virginie. Peut-être prendre la parole, hein, parce qu'effectivement, je pense que c'est un sentiment partagé par pas mal de personnes. Je pense qu'il faut qu'on profite de ces réunions en étant ensemble, qui sont un peu informelles, pour exprimer vraiment des sentiments par rapport à ce qui est proposé. Moi, je vois bien la progression qu'il y a sur plus de formalisme et effectivement de rigueur dans les approches. Ça reste quand même au service des étudiants, mais bon, est-ce que c'est faisable? Je vous laisse intervenir. Oui, c'était exactement. Donc, moi, je suis Virginie Grandemère, je suis pédiatre à Rennes et je m'occupe du DFASM en général, même si je ne suis pas responsable des stages. Et je crois que je pense que vraiment tous les enseignants sur les dernières années, partout où ils sont de plus en plus investis dans la qualité de la pédagogie dont fait partie l'évaluation des étudiants, mais on subit une accumulation de réformes importantes, hein, structurelles, profondes, et que ce qu'on subit là, on le subit, c'est vrai, aussi sous un autre mode hospitalier, même si ce n'est pas le problème d'université, c'est quand même le problème de l'être humain. Et je pense qu'il faut, comme le disait tout à l'heure Monsieur Palombi, il faut se donner les moyens que cette mise en place soit un succès et pas que les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz, on va jamais y arriver, et qui est une non-utilisation, un rejet, et qu'il faut probablement faire des choses simple. Et moi, ce qui m'effraie en vous entendant, mais peut-être je ne me rends pas bien compte, hein, c'est la multiplicité peut-être des situations de départ dans tous ces domaines qu'il faudrait évaluer ponctuellement, voire de façon récurrente, mais c'est ça qui est un tout petit peu inquiétant. Je vais donner la parole à rebondir. Oui, je vais bien rebondir tout de suite. Non, j'entends pleinement ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on a avant et qu'est-ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on a avant, moi, je ne sais pas ce que vous avez, mais dans mon service, quand je dois évaluer un étudiant, je dois me connecter à Diosel. Donc, il y a un autre site sur lequel j'ai 20 points sur lequel je dois dire l'étudiant sur une échelle de 4 ou 5 trucs a bien fait et sur des choses que je trouve extrêmement fastidieuses, parfois redondantes, parfois je sais pas quoi mettre. Et donc en fait l'outil, en tout cas notre réflexion parce que je suis pas à la recherche de plus de travail. Je suis un peu comme vous, hein, je manque pas. L'idée c'est justement de simplifier les choses en prenant par la main ceux qui sont perdus et qui voudraient s'impliquer, ou en tout cas mieux comprendre les choses, et ça, c'est les attendus d'apprentissage, les situations de départ. Tout ça, c'est en plus de ça les portes d'entrée des écosses. Et je l'avais dit, hein, c'est-à-dire qu'un stage qui a l'habitude d'évaluer les étudiants comme ça, mais de manière complètement formative, hein, enfin moi, c'est ça l'objectif, hein, en stage, c'est quand même ça. C'est quand même très très rare qu'on valide pas un étudiant, donc ça reste de l'évaluation formative, mais je pense que c'est important de faire un feedback vers l'étudiant, et c'est pas de l'évaluer toutes les semaines. Si quelqu'un veut le faire, si un chef de clinique est comme ça et aime bien cocher des cases, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, c'est qu'il faut qu'à la fin du stage, sur les 11 domaines de compétences, on se soit positionné en tant que responsable de terrain de stage pour dire cet étudiant a développé ce domaine de compétences ou pas. Et ça reste quand même notre travail, une fois tous les 3 mois, enfin nous les stages durent 3 mois, qu'un étudiant soit évalué un petit peu. Nous, on aime bien, enfin moi dans le service, on fait des évaluations formatives, hein, mais à mi-parcours, on prend les étudiants, on demande déjà comment ça se passe, s'ils sont contents ou pas. J'ai pas dit dans l'outil, il y a un petit bouton rouge pour dire j'ai un problème de harcèlement ou des choses comme ça qui revient directement à un bureau dédié au niveau de l'université. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres choses dans l'outil informatique, et l'idée n'est pas complexifier les choses, mais c'est d'avoir dans un seul outil informatique l'intégralité
du contact qu'on a avec les étudiants, des étudiants pour qui on est tuteur, des étudiants qu'on a en stage, que les étudiants à l'inverse voient exactement les mêmes choses, voient le typologie de stage avec les situations de départ qu'ils peuvent rencontrer, mais et ça, en l'occurrence, on va faire un tutoriel pour bien expliquer les choses. Il est hors de question que l'étudiant soit évalué sur l'ensemble des situations de départ d'un stage, sur l'ensemble des compétences, toutes ces choses-là. C'est la cumulation des stages qui font que l'évaluation de l'étudiant, elle devient à la fin quelque chose de réel par rapport à l'étudiant, et c'est pas un stage tout seul, et c'est pas une seule évaluation. Donc l'idée, en tout cas, moi, mon impression, c'est que l'outil qu'on développe, c'est un peu facile, je vais prêcher pour ma paroisse, je travaille dessus depuis 3 ans, mais c'est que l'outil qu'on développe facilite les choses par rapport à l'outil que j'ai aujourd'hui. Alors, juste oh, pardon. Juste pour compléter quelque chose qui est partagé avec vous, c'est que la difficulté des enseignants qui disent mais c'est quoi cette machine, etc., c'est bien compliqué. Souvent, ils ont un peu du mal à voir où est-ce qu'on veut en venir en réalité. Quelle est la théorie là-dessous? Parce que jusqu'à présent, les gens étaient en stage, ils ne se formaient pas trop mal, et puis finalement, ça roulait. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tout ce branle-bas de combat? Pourquoi tout ça? Et je pense que c'est vraiment important, au-delà des outils, etc., de bien expliquer aux enseignants qu'on a essayé de changer de paradigme. Alors, c'est facile à dire, on entend ça souvent, qui consiste vraiment à demander à l'étudiant d'être très acteur de sa formation. Et le formalisme qui apparaît avec les objectifs d'apprentissage, les items, etc., qu'on a pu mettre en place, c'est qu'on donne à l'étudiant un matériel assez raffiné pour qu'il puisse lui-même, je dirais, évoluer étape par étape, refaire du recoupement, etc. Je ne suis pas certain que les enseignants aient à rentrer dans ce niveau de détail et qui sont plutôt là pour, je dirais, répondre aux sollicitations des étudiants qui doivent être acteurs. Alors, on le sait bien, on a tous cette expérience-là. Pour les bons étudiants, ça va se passer les doigts dans le nez. Ils vont venir taper à la porte, ils vont vous interroger pendant les trucs et ça va très bien se passer. Mais c'est vrai que les étudiants qui sont un peu plus passifs, s'ils restent passifs avec cette méthode-là, ça va être un petit peu la catastrophe. Et donc, j'ai envie de dire quelque part pour les enseignants, pour essayer de donner une vision peut-être un peu simplifiée, mais que, en gros, si les étudiants sont actifs et qu'ils font les choses, eh bien, c'est surtout ça l'essentiel parce qu'ils sont en mode d'acquisition et de progression. Après, qui est en fin de stage ou en milieu de stage, j'ai une vision un peu plus formelle, où est-ce que vous en êtes, etc. Mais je ne suis pas convaincu que les enseignants aient à descendre dans un niveau de détail très avancé. Je vais vous donner un autre exemple tout bête qui est assez connu, qui est celui que les parents peuvent apporter à leurs enfants à l'école. C'est vraiment un niveau beaucoup plus bas, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a constaté que ce n'était pas le niveau d'études des parents qui était lié au succès des enfants, mais c'était la régularité et l'intensité avec laquelle les parents se préoccupaient du niveau de leurs enfants. Alors, c'est sûr, si vous êtes nul en maths, eh bien, ça n'empêchera pas votre enfant de faire une section scientifique et de devenir super fort en maths par lui-même. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, c'est peut-être pour rassurer un peu tout le monde là-dessus. Mais si on n'a pas compris ça, voilà, on a beaucoup de gens qui vont se dire, alors encore un truc, surtout qu'on est tous traumatisés par les systèmes informatiques à l'hôpital où on clique toute la journée. Si en plus, quand on a les étudiants en face de nous, on doit encore recliquer dans un clicodrome, je fais un peu l'avocat du diable, mais voilà, je voulais réagir sur cette double dimension. Et juste pour aller dans le concret, parce que en tout cas, moi, c'est ce qui me manque un petit peu. Par exemple, dans ma faculté, on a travaillé sur tous les terrains de stage de façon exhaustive sur la 5e année de médecine, mais aussi au-delà, sur ce qu'on nous on appelle des objectifs de stage dans chacun des stages, qui forment un portfolio par terrain de stage pour chaque étudiant qu'il a en main et qu'il doit, donc il sait ce qu'on attend de lui comme acquisition possible sur ces périodes de stage, et il y a une évaluation avec le référent de stage en fin de stage, au minimum, pour vérifier s'il a fait ça, comment il a fait ça, pourquoi il l'a fait, et donc il doit le remplir. Alors, comme on leur fait, c'est vrai, peut-être pas encore suffisamment confiance sur ce changement de paradigme que vous évoquiez, on leur demande que ces apprentissages, quand ils sont cochés, ils doivent être supervisés, c'est-à-dire qu'il y a
un senior qui valide qu'il a fait cet acte, qu'il a suivi cet entretien d'annonce. Enfin, c'est pas que des gestes ou des choses comme ça, qu'il a bien fait ça, qu'il a fait cette présentation de l'interrogatoire. Mais par rapport à ce système-là, est-ce que vous pourriez me guider sur les différences fondamentales, en dehors du fait que nous, on n'est pas informatisé, mais ça, c'est de l'outil et c'est très bien si ça pouvait être sur un téléphone portable, on est bien d'accord. Alors, je pense que Damien pourrait répondre, parce qu'en réalité, justement, le travail national qui est fait, ça avait été d'identifier en fonction des situations, justement, les attendus. Et on peut très bien imaginer qu'il y a un travail dans les services d'essayer d'identifier justement les situations professionnelles qui sont les plus fréquentes. Et peut-être que ça répondrait à ça. Tu veux nous en parler, Damien, de cette dimension-là? En fait, c'est exactement ça. En fait, ce qui a été fait là individuellement par service, la réflexion qui est peut-être liée au fait de la taille de l'Université de Paris, avec des terrains de stage. Enfin, il y a 800 étudiants par promotion à positionner, donc avec des CHU, des CHG, etc. Mais c'est exactement ça, en fait, puisque l'entretien, un entretien d'annonce, etc. Toutes ces choses-là font partie. Ça fait partie des situations de départ, annonce d'une maladie grave, par exemple. Donc évidemment, on n'attend pas l'étudiant au niveau de second cycle, on n'attend pas à ce qu'il prenne en charge une famille et qu'il explique un cancer, mais en tout cas qu'il y participe, qu'il débriefe ensuite avec la personne qui a fait l'entretien. Donc en fait, c'est exactement, enfin je crois que vous décrivez exactement la même démarche que celle qu'on a eue, sauf qu'on l'a globalement nationalisé et informatisé. Alors c'est plus facile, c'est sûr, quand on appuie sur un bouton à l'Université de Paris, on s'est retrouvé avec 50 enseignants de chacune des spécialités. On arrive à travailler et puis ensuite ça s'est élargi au niveau national, mais très sincèrement, je crois que la démarche est strictement identique. Sauf que ça devient un outil informatique et qu'on peut cliquer sur le bouton quand l'étudiant a fait, ou l'étudiant peut cliquer sur le bouton quand il a fait. Et voilà, en fait, en pratique. Et du coup, ça veut dire que par terrain stage, on aura l'opportunité, la possibilité de choisir le panel de situations de départ ou de situations qu'on aura évaluées. C'est ça? C'est pas qu'on aura évalué, mais face auquel l'étudiant pourra être confronté. Oui, c'est ça. Qu'on pourra. En réanimation, dans mon service, dans le service dans lequel je travaille, médecine intensive réanimation, il y a, je sais pas moi, 25, 30 situations de départ, baisse de la pression artérielle, coma, mouvement type épileptique, etc. Enfin, je n'ai pas les intitulés des situations de départ très précises, mais seront présélectionnés. L'étudiant arrive dans le stage, donc ça c'est le truc informatique, il est inscrit dans le stage, il arrive, il connaît, il y a une petite lettre d'accueil, enfin le système informatique, chaque stage a son petit livret d'accueil s'il le souhaite, en tout cas moi c'est comme ça dans le service, il y en a plein qui font comme ça. Donc l'étudiant peut voir ça et puis il peut voir la liste des situations de départ face à laquelle il est confronté. Nous, ce qu'on anticipe, c'est que pour tous les services de médecine intensive réanimation, de réanimation chirurgicale ou pour les urgences, chacun est en gros la même panoplie de situations de départ qui peut être modifiée par le responsable de terrain de stage. Il y aura un responsable de terrain de stage qui est en général le chef de service, le plus souvent HU ici, ou le responsable pédagogique de terrain de stage. Dans le service dans lequel je travaille, moi je serais le responsable pédagogique parce que je ne serais pas le responsable administratif. Et je pourrais enlever des situations de départ. Et si je prends l'exemple encore local, à Saint-Louis, en réanimation médicale à Saint-Louis, où il y a de l'hématologie plein pot, eh bien ils peuvent imaginer rajouter des choses et en enlever d'autres qui voient moins. Et le dernier élément, c'est qu'on peut aussi, alors je prends encore toujours dans l'Université de Paris, parce que c'est des exemples qu'on discute, à Necker, dans certains services de pédiatrie où il y a des choses qui se voient nulle part ailleurs, ou en tout cas pas souvent, ils peuvent, s'ils le souhaitent, créer une nouvelle situation de départ sur laquelle les attendus sont spécifiques de cette situation. Et en fait, ce qu'on écrit dans les attendus d'apprentissage, c'est des attendus d'apprentissage dites de famille, signes, symptômes et signes cliniques ou d'autres familles, des trucs un peu génériques qui vont se retrouver sur pas mal de situations de départ, des attendus d'apprentissage spécifiques de la situation donnée, et puis on a aussi créé un troisième niveau qui sont les attendus d'apprentissage spécifiques de valorisation de stage. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a passé 3 mois dans le service dans lequel je bosse et face à un tableau de choc septique, j'attends plus de cet étudiant que ce qu'on peut attendre d'un étudiant généralement du niveau second cycle en fin de second cycle.
parce que si cet étudiant qui va rentrer dans le 3e cycle n'est pas passé en réanimation, eh bien, il n'aura pas forcément les mêmes réflexes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas développé les compétences de second cycle, mais ça veut dire que lorsqu'on est dans un stage spécifique, si jamais je suis externe en DFASM 1 et que je vais en neuroradiologie, eh ben, je vais être plus compétent en neuroradiologie que tous mes collègues qui n'auront pas fait ce stage-là, et on sera minoritaire. Et donc, on peut, dans ce stage-là, avoir des attendus d'apprentissage un petit peu plus hauts. Et donc, ça, ce sont des choses qui ne sont pas les portes d'entrée d'Écosse de niveau second cycle, mais qui sont des valorisations de stage qui peuvent être évaluées, auto-évaluées. Encore une fois, l'objectif n'est pas d'être sanctionnant. Et il y avait un message tout à l'heure qui était, est-ce qu'il ne faut pas évaluer plutôt la progression de l'étudiant? Évidemment que lorsqu'on est tuteur, l'étudiant, quand il arrive, les différents étudiants qui arrivent en stage, moi je leur dis, peu importe à quel niveau vous arrivez, mon objectif c'est que dans 3 mois, vous ayez tous progressé. Si vous êtes très bon, ne vous inquiétez pas, on va quand même vous accompagner pour être encore meilleur. Et si vous êtes en difficulté, l'objectif c'est qu'on se rapproche de la moyenne et que vous soyez moins en difficulté. Et donc, c'est la progression qui compte évidemment lorsqu'on est tuteur, mais l'outil informatique, on est malgré tout obligé de valider le second cycle et à un moment de valider les compétences. Et on a choisi, en tout cas, le travail à l'Université de Paris, le groupe que je forme avec Natacha et Alexis, c'est que les compétences, elles soient validées à la fois par les Écosses annuelles et par les stages avec la validation progressive des acquis. Okay, donc il nous reste quelques minutes. Moi, je vous propose qu'après, on ait une petite pause avant la séance plénière qui débutera à 16h. J'ai quand même une question pour tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde avait bien réalisé qu'il fallait quelque part un peu repenser les stages du 2e cycle. Alors, je pense que personne ne va dire non, on n'y a pas pensé. Mais quel est le degré d'avancement de ces transformations? Parce que ça va commencer dès la rentrée là, de vos stages. Est-ce que certains finalement n'ont pas changé grand-chose et se disent que finalement avec ce qu'ils font aujourd'hui ce sera suffisant? Est-ce que d'autres ont fait comme l'Université de Paris un focus sur cette question-là? Moi, je serais assez curieux d'avoir vos retours là-dessus, un peu pour rassurer ceux qui n'ont pas trop changé grand-chose. On a mis en place sur Rennes un groupe de travail justement pour réfléchir à cette évaluation, en particulier par compétences. Et bon, l'impression que j'ai eue aussi, c'est que vous avez mis en place à Paris donc un outil très, très sophistiqué, mais qui vous paraît également simple à utiliser. Et est-ce qu'on envisage de le généraliser dans le cadre de l'UNES alors oui, alors, sur ce sujet-là, je comprends votre question. Oui, tout à fait. C'est un sujet qu'on a eu avec Damien. Donc, le projet parisien, Damien en parlait de moi, mais si j'ai bien compris, c'est dans le cadre d'un financement IDEX et une volonté de l'Université de Paris de répondre à ça. Je crois que l'application, elle est développée pour répondre aux exigences d'autres filières que la santé. Et donc, c'est un portage universitaire. À ce jour, les discussions qu'il y a eu, l'UNES s'est rapprochée justement des porteurs, etc., en se disant ça pourrait être un outil qui est généralisé. Damien répondra, mais je pense qu'il n'y a pas de position officielle pour l'instant. Il y a une volonté de l'université d'avancer, de répondre à ses besoins et on espère de partager. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'UNES et collectivement, on va pas attendre cette décision. Vous avez bien compris qu'on a les moyens aussi de développer des solutions. L'idée de faire témoigner Damien aujourd'hui, c'était surtout de s'enrichir collectivement de ce qui a été proposé. Et à terme, on aura peut-être effectivement la solution parisienne, si elle est partagée, accessible à tout le monde. Mais dans tous les cas, au niveau de l'UNES, on va avancer avec Grégory, là, tel que ça a été énoncé au début. Et donc, on va probablement lancer un groupe de travail au niveau de l'UNES autour de ça, où on inclura bien sûr l'Université de Paris pour essayer de proposer très rapidement une solution. Grégory, si on se met à travailler un peu collectivement, tu nous as montré qu'il y avait déjà un truc qui tourne. Est-ce que cette proposition du groupe de travail, c'est quelque chose qui serait aidant par rapport à ce qu'on a prévu? Grégory? Je ne sais pas s'il nous a entendu. Bon, voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en gros, le principe, c'est effectivement, de faire comme on fait à l'UNES, développer un outil qui sera accessible par tous. Je veux bien donner des éléments de réponse. Je ne suis pas décisionnaire,
vous doutez bien au niveau de l'Université de Paris, hein, parce que ça se décide au niveau de la direction. Les seules choses sur lesquelles, et Olivier le sait bien, et les gens avec qui je collabore connaissent mon positionnement, c'est qu'on a travaillé pour que ce soit complètement, alors c'est quoi le bon terme, interopérable. C'est ça, c'est de l'interopérabilité avec l'UNES. Donc ça a été dans le cahier des charges, avec l'idée effectivement que si l'outil, qui n'est pas encore mis en production, hein, donc tout ce que je vous ai raconté, c'est le cahier des charges, et puis là on a la livraison des différents packages et on est en train de les regarder dans l'été, etc. Et la mise en production, on espérait que ce soit prêt pour la réforme et pour septembre, et ce sera probablement plutôt décembre ou janvier malheureusement, parce que comme toujours, on a tous vécu la même crise sanitaire. Voilà, mais l'idée, elle est là. Après, les modalités, je suis pas positionné politiquement pour y répondre. L'interopérabilité, ce qui se passe, c'est que ça, c'est l'outil, mais l'Université de Paris utilise tous les autres outils de l'UNES, comme tout le monde. Et donc, du coup, on ne voulait pas non plus que ces traces d'apprentissage pour ces étudiants à Paris soient perdues, que ça ne puisse pas enrichir leur parcours, etc. Donc voilà, je vois que Grégory est revenu avec nous. On ne t'entend pas, Grégory? Pourtant, le micro est ouvert. Ouais. Il a indiqué qu'il avait un problème de son. Ah oui. Ouais, on ne t'entend pas sur ce sujet-là. Alors, j'ai un problème de son. Ouais, alors, voilà, il nous dit que le groupe de travail est pertinent. Voilà, donc on va faire ça. Donc, n'hésitez pas à revenir vers l'UNES si c'est un sujet qui vous intéresse ou que vous êtes responsable de ça dans votre UFR. On va monter très rapidement ce groupe de travail. Et Grégory, en chat, tu peux nous dire quelle sera la dynamique autour des stages, c'est-à-dire est-ce qu'on peut déjà utiliser la solution actuelle, mais est-ce qu'on va la faire évoluer rapidement? Voilà, je vois que tu es en train de nous répondre. Et puis, une fois que tu nous auras répondu, je pense qu'on va libérer tout le monde. On te laisse taper tranquillement. Il faut qu'on ait au moins 2-3 minutes entre les deux visios. D'accord. Donc, voilà, il nous l'a dit, hein, la solution opérationnelle avec les niveaux de compétences. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, une des solutions, c'est commencer à utiliser la solution qui est en ligne, commencer à travailler dessus et que le groupe de travail évolue par rapport à ça et qu'on le fasse évoluer dans la direction qui vous convient. OK, écoutez, je vous remercie tous, en particulier les intervenants. Je vous remercie Damien en particulier sur tous ces échanges. Et puis, voilà, c'est un sujet qui sera de nouveau d'actualité. Et on se retrouve, pour ceux qui peuvent, sur la dernière réunion d'une heure sur les restitutions des autres ateliers. Et un mot du président aussi et d'autres personnes, en particulier je fais un petit peu de pub, des universités étrangères qui travaillent avec nous, européennes en particulier. Voilà, à tout de suite.